cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des responsables d'entreprises agro-industrielles à l'école de la gestion d'entreprise, ils se sont réunis à Palimé pour passer en revue tous les problèmes auxquels ils sont souvent confrontés en matière de gestion. On fera le point dans ce journal. Recyclage et valorisation des déchets, on en parlera. Une rencontre de réflexion y est consacrée, une rencontre de 3 jours qui permettra de faire le point sur la gestion et la transformation de ces déchets. Et justement, du matériel recyclé, un jeune Togolais de 25 ans a sorti une voiture, la RAV-X de Douaré, nous fera découvrir ce chef-d'œuvre dans le courant de cette édition. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Le Togo a reçu une cargaison de riz blanc ce samedi au port autonome de Lomé. Environ 3000 tonnes réceptionnées. C'est un don du Japon dans le cadre du projet Kennedy Round. Ramdan Bassina nous en parle. Du riz blanc, environ 3000 tonnes, un don du Japon au Togo. Une matérialisation de leur coopération à travers le projet Kennedy Round. Cette cargaison est destinée aux populations vulnérables à des prix abordables. Dans le cadre de la coopération avec le Japon, le gouvernement togolais a reçu 2963 tonnes de riz blanc, correspondant à 1,5 milliard francs CFA. Cette assistance alimentaire entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable. L'excellence des relations entre les deux pays se traduit dans plusieurs domaines. L'éducation, le commerce, la diplomatie, l'agriculture. Les projets KR, qui sont une assistance financière non remboursable du Japon au Togo, visent la réduction du déficit structurel en riz en raison des productions insuffisantes. Et surtout, le dernier objectif, c'est la réalisation à partir des fonds de contrepartie constitués, à partir des ventes de ce riz, des projets de développement socio-économique pour le bien-être des populations togolaises. Le ministère de l'Agriculture salue cet engagement du Japon. Le renforcement du stock sécuritaire du Togo est ainsi sur la bonne voie. Ils sont responsables d'entreprises et engagés dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs par IGSP. Ils se sont donné rendez-vous à Palimé et c'est pour mener des réflexions sur la meilleure manière de gérer leur entreprise. Sylvain Abdou nous fait le point. Après un diagnostic opéré dans les PME-PMI, entreprises bénéficiaires du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, certains dysfonctionnements ont été identifiés en matière de gestion de leurs différentes entreprises. On a constaté des problèmes d'organisation, les problèmes axés sur la gestion du personnel, d'une manière générale. On a identifié également les problèmes liés à la comptabilité, en gestion comptable et financière. Il y a la gestion du partenariat, où les techniques et les stratégies de gestion du partenariat font défaut. À cela s'ajoute la mauvaise gestion des stocks et logistiques, ainsi que les problèmes liés au crédit et financement, mais aussi la gestion des risques. D'où cette session à l'endroit des responsables des PME-PMI pour leur donner des connaissances nouvelles, les recadrer pour s'inspirer des modèles de gestion visant à garantir le bon fonctionnement des entreprises. Une entreprise qui est mal gérée, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Et quand l'entreprise va à l'échec, vous comprenez tout de suite que tous les emplois qui sont créés tout autour n'ont pas une garantie de durabilité. Ces emplois vont aussi en souffrir. Voilà la nécessité pour nous aujourd'hui de renforcer ces responsables et responsables. Ici, nous avons les directeurs de PME, PMI et puis leurs collaborateurs, surtout les responsables administratifs et financiers, pour que tous les aspects en matière de gestion d'une entreprise soient maîtrisés.
Une première vague avait déjà suivi cette série de formations sur la gestion d'entreprise. Les responsables vont s'imprégner de plusieurs outils, notamment la question administrative pour la bonne gestion du personnel, l'éducation financière pour une bonne tenue comptable, des outils pour significativement assainir l'environnement de leurs entreprises. La région de la Kara va bientôt disposer de son plan de contingence. Ce plan en cours d'élaboration va prendre en compte les spécificités locales en matière de prévention et de gestion de catastrophes. La rencontre pour la conception de ce document a été organisée par l'Agence nationale de la protection civile. De Kara, nous avons la correspondance de Nestor Mouzo. Les acteurs de la plateforme régionale de réduction des risques de catastrophes, les organisations de la société civile impliquées dans la gestion des risques, des situations d'urgence et des catastrophes, ainsi que les représentants du système des Nations Unies à l'œuvre pour élaborer le plan régional de contingence. C'est l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, qui les a conviés à cet exercice. Le PRC de la Kara sera conçu en se basant sur les spécificités que présente la région. C'est un exercice qui amène les acteurs, sur la base des concertations, à retenir les aléas probables auxquels les populations pourraient être confrontées. Et à partir de cet exercice de priorisation, les acteurs vont planifier en partant des scénarios qui vont être fixés. Et tout ça, il faut reconnaître, l'objectif visé, c'est de préparer les acteurs intervenants à s'outiller davantage. Le même travail se fait simultanément avec les régions centrales et plateaux. Les régions savanes et maritimes disposent, elles, déjà de leur plan de contingence. La NPC, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est accompagnée techniquement et financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. On en vient à cette rencontre consacrée à la gestion et à la transformation des déchets. C'est une initiative de Youthrider, une entreprise spécialisée justement dans le recyclage et la valorisation de ces ordures. Il est question de promouvoir cette gestion efficace des déchets et même en faire un style de vie individuel et collectif. Le récit de Immaculée Baoui Abalo avec la voix de Clarisse Aticlé. De l'ordure en ordure. Le sujet fait objet de réflexion de 3 jours à cette rencontre. Venus des 5 régions économiques du Togo et de divers secteurs, ces acteurs veulent fédérer leur énergie pour aller vers la transformation de tout déchet en produit fini utile. L'objectif de cette activité, c'est de donner une opportunité aux différents acteurs qui ont quelque chose à faire lié à l'environnement, les architectes, les chercheurs, les acteurs de recyclage, les agriculteurs, les artistes, les couturiers, tous les gens qui ont quelque chose à faire, qui, pour bénéficier la population, mais qui produisent les déchets avec lesquels nous, on doit retravailler. L'idée, c'est de commencer un processus de sensibilisation de la population togolaise en passant par ces différents corps. Parce qu'on a besoin que tout le monde fait partie de cette sensibilisation pour améliorer l'assainissement de notre environnement, mais aussi, en faisant ça, créer un peu plus de richesses, créer des jobs, des emplois, sortir les innovations. Finalité, apporter un plus à la lutte contre la dégradation de l'environnement dans toutes ses formes. Ce que nous appelons déchets est pour nous un matériau. Et généralement, tous les biens de consommation que nous avons, c'est la transformation des matériaux. Nous devons avoir une idée que ce qui est déchet pour quelqu'un peut être une matière première pour la fabrication d'un objet de valeur pour d'autres. Et c'est comme ça que nous allons développer une économie circulaire et en ayant un impact positif sur l'environnement. On se sert des sachets qu'on recycle pour faire les chaussures, parce qu'on passe d'abord tissage et le tissu qu'on a, on prend ça et puis on les transforme en chaussures, en sacs, en nappes de table. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La gendarmerie nationale a mis la main sur des braqueurs opérant avec des machettes, des fusils et bien d'autres. Leur dernier acte remonte au jeudi 10 mars dernier avec pour cible des usagers de la nationale numéro 1, plus précisément le tronçon à Niéniamasila.
Ils arrêtent leurs victimes en circulation avec des lampes torches, faisant croire qu'ils sont des policiers et une fois les victimes stationnées, ils procèdent à leur opération, dépouiller leurs victimes de tout. Les faits, le récit avec Sylvain Abdou. Il n'a pas pu échapper aux forces de l'ordre et de sécurité après son forfait. Ils étaient 4, ces braqueurs, dont 2 en fuite et 1 mortellement atteint. La scène se passe à 15 km au nord d'Ani, en allant à Nyamassila. À 3 h du matin, ces braqueurs étaient sur la voie avec pour mode opératoire dépouiller tous les usagers de leurs biens. Immobilisés sur la route nationale numéro 1. Ils étaient en pleine action lorsque une patrouille des forces de défense et de sécurité de passage a fait une marche d'approche et ensuite il y a eu un échange de feu entre les deux parties. Suite à cet échange de feu, il y a eu un des braqueurs qui a été abattu. Leurs victimes, ces 3 jeunes qui de passage ont été sauvés par les forces de l'ordre de sécurité en patrouille dans le secteur. Mais avant l'arrivée des forces, une somme d'argent a été déjà soutirée des victimes. Sur moi, il a pris 15 000. Sur mon frère, c'est 55 000. Pour nous, ça fait total 70 000. Pour les 2 gars là, c'est 100 000 sur quelqu'un et 70 000 sur quelqu'un. Total, ça fait 170 000 pour eux, ça. C'est les soldats qui nous ont sauvés. Parce que si ce n'est pas les soldats là, on devrait être cadavre aujourd'hui. Les autorités locales présentes sur les lieux ont salué le dynamisme des forces qui œuvrent pour le bien-être des populations. Et dès qu'ils ont été alertés, ils ont mis ensemble leurs efforts pour pouvoir neutraliser une partie de la bande. Nous remercions par conséquent les plus hautes autorités de notre armée, en particulier le chef de l'État pour les moyens qu'il met à la disposition de nos forces de sécurité afin qu'elles puissent toujours réagir promptement. Actuellement dans les mains de la police, l'individu reconnaît avoir participé à bien d'autres braquages qui ont lieu il y a quelques semaines à Kbessi, dans l'Est Mono. À l'étranger, désespoir dans le regard de ces Ivoiriens qui ont tout perdu en une fraction de seconde. Ils contemplent impuissants les restes de leur maison qui s'est écroulée. Un deuxième incident du genre en une semaine et 13 personnes sont mortes. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui ont tout perdu en quelques minutes. Le désespoir se lit dans ce regard de tristesse impuissant et sans défense fixé sur les restes de cet immeuble qui s'est écroulé sur des habitants dans la capitale économique ivoirienne. Ce genre d'incident est le deuxième en une semaine à Abidjan, faisant au moins 13 morts. C'est fort, c'est plus fort que nous. Nous demandons, nous lançons un appel à l'aide d'autorités, le gouvernement, de voir que dans ce temps-ci, dans ce pays, on souffre beaucoup, il y a un bâtiment à gauche, à droite. Qu'est-ce qui fait ça? C'est bien de qualité, on ne sauve pas. C'est les ouvriers qui travaillent mal, on ne sauve pas. Nous ne sommes pas des domaines, mais la question est posée. Alors que le gouvernement ivoirien rejette la responsabilité de ces dégâts meurtriers vers les maîtres d'ouvrage, la société civile l'invite à assumer ses responsabilités. Les uns et les autres rejettent les responsabilités, à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est coupable, qui est fautif. Mais à notre niveau, nous estimons que l'État est largement coupable parce que l'État est tellement bien organisé qu'il a des institutions, ils ont des leviers pour veiller à ce que tous les produits de consommation mis sur le marché ivoirien soient de qualité. Des Ivoiriens s'organisent sur les réseaux sociaux pour dénoncer les bâtiments maristes, comme cette villa basse transformée en si peu de temps en un immeuble R+4 dans la commune de Koumassi au sud d'Abidjan. J'ai commencé à dénoncer un immeuble en pleine résidence basse, pas parce que cet immeuble ne respecte pas les normes, parce que nous voulons être rassurés que cet immeuble ne sera pas un immeuble de la mort également. Une fois les lames séchées, les victimes survivantes doivent tout reconstruire. Mais comment repartir de zéro sans traumatisme? Vous avez en Côte d'Ivoire plus de 200 architectes qui sont tous reconnus dans leur qualification, dans leur professionnalisme. Vous avez plus d'une centaine de bureaux d'ingénieurs conseils. Et les conseils, je vous dis, il est gratuit. Le déficit de logement en Côte d'Ivoire est estimé à environ 500 000 logements. Un déficit particulièrement constaté dans le Grand Abidjan en pleine expansion démographique qui connaît un essor des chantiers de construction. À Abidjan, 80% des constructions ne disposent pas de permis de construire. La série noire d'effondrement des immeubles pose une question toute simple. Qui en Côte d'Ivoire veille à la bonne santé du bâtiment?
Aussitôt ouvert, aussitôt suspendu, le pré-dialogue devant aboutir à un dialogue national au Tchad. Les discussions reprendront dans 72 heures. À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à la paix au Tchad a été suspendu dimanche à Doha. Les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans 3 jours. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours à l'entame des discussions. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu? Les négociations se font à huis clos et la nouvelle équipe choisie pour conduire les débats ne fait pas l'unanimité auprès des groupes rebelles. La paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. L'équipe imposée par le général Mahamat Déby est décriée par le FACT, le groupe rebelle basé en Libye. Cet ajournement des négociations devrait permettre d'aboutir à des compromis. Retour en page nationale. Savez-vous qu'il existe une voiture conçue au Togo? Vous l'avez peut-être déjà croisée en circulation dans les rues de Lomé. La RAV-X est fabriquée avec du matériel recyclé et c'est le chef-d'œuvre d'un jeune Togolais de 25 ans. Découverte avec Dodo Ouaré. Dans les rues de Lomé, Raouf et sa RAV-X ne passent jamais inaperçus. La RAV-X, véhicule tout-terrain aux allures sportives, monté pièce par le jeune homme. Le labo ou le garage ou l'usine, comme on voudra de Raouf, se trouve ici. Tout a été fait à la main avec des matériaux récupérés. Petit contrôle technique avant sortie. Le contrôle des bougies, c'est fini. J'ai aussi contrôlé l'eau du refroidissement du moteur, l'eau radiateur. J'ai vérifié le niveau d'huile aussi. Donc c'est bon pour le faire sortir quand même. 10 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Raouf pour donner vie à cet engin. Il y a investi toutes ses économies, l'argent gagné en réparant les téléphones et ordinateurs. J'ai utilisé un moteur d'une CBR 1000. La traction, c'est l'arrière puisque je l'ai conçu pour faire patiner l'arrière. Donc, elle marche à l'essence. Le carburateur, c'est 4 corps puisque c'est un moteur sportif. Et il y a presque tout dedans. La caméra de recul, les clignotants, il y a presque toutes les installations. Mais la différence, c'est qu'elle a 6 vitesses. J'ai dépensé dans les 3 800 000. Raouf n'avait pourtant aucune notion de mécanique ou de construction automobile. Son amour pour la fabrication d'engins remonte à son enfance. Que si je vois un véhicule passer, juste le voir comme ça, arriver à la maison, je dois être en mesure de le reproduire. Donc c'est comme ça, ça a commencé, c'est depuis tout petit. Un jeu d'enfant devenu une passion. L'ingéniosité du jeune homme surprend et attise la curiosité. Ici au quartier Forever, tous sont impressionnés par l'audace du jeune Raouf. J'ai une grande admiration pour ce véhicule. Il a tout commencé devant moi. Je pensais que c'était une blague, mais il a réussi. Un de nos concitoyens a pu construire ce véhicule. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ce véhicule. C'est ma première fois. Cette automobile made in Togo fait même la une des réseaux sociaux. Raouf a gagné en notoriété.
il compte bien la préserver en concrétisant son ambition, devenir l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde, pas moins. Et il compte se former pour y arriver. À bord de ce RAV-X, on se croirait dans un rallye. Pourtant, nous sommes bien sur le terrain de Forever. Les Togolais sont réputés plutôt bons conducteurs. L'expérience de RAV-X le prouve. Ils sont aussi capables de construire leur propre véhicule. Merci Dodo Waré. Bon vent aux jeunes Raouf. Les femmes de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont cette année décidé de fêter autrement leur journée. Ce vendredi, elles étaient avec les enfants de l'association Soutien pour l'enfance en souffrance PES à Kégué. Elles leur ont apporté de quoi renforcer leur stock en nourriture. Christine Peteki Aloudé nous en parle. Des produits alimentaires et autres de première nécessité, plus une enveloppe financière. Un soutien de la Banque d'investissement pour le développement de la CEDEAO BIDC aux enfants de l'orphelinat Soutien pour l'enfance en souffrance SPES. C'est une très grande joie pour nous de recevoir le personnel de la BIDC. Nous avons en tout 117 enfants. Cette action vient à bon escient pour nous aider à subvenir aux besoins que nous avons pour le bien-être, la survie de nos enfants. Le personnel féminin de la BIDC, par cette action, apporte sa contribution à la création de meilleures conditions de vie au sein de l'orphelinat. Le tiers du personnel de l'institution est féminin. Par cet accompagnement, elle marque ainsi l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons décidé d'offrir ce que la BIDC nous offre en tant que femmes aux enfants déshérités. Se dévouer pour s'occuper des enfants, les amener jusqu'à leur âge adulte, c'est fort louable. Et nous nous sommes jointes en tant que femmes, en tant que personnel féminin de la BIDC, à cette cause. Bras financier de la CEDEAO, la BIDC apporte également son appui aux couches vulnérables à travers sa responsabilité sociétale. Aucun enfant ne doit perdre sa mère en venant au monde. Le projet Baby Moto veut justement prévenir les risques de maternité précoce et ainsi réaliser son objectif, celui de contribuer à réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Et c'est une initiative de SOS Village d'enfants qui est à sa 4e phase. Le lancement de ce projet depuis Djaglé avec Immaculée Bawe Abalo et Eli Agba Nyandao. Pour révéler toutes les forces intérieures. SOS Village d'enfants sensibilise les jeunes adolescents de Djaglé sur les conséquences des grossesses précoces. L'idée est d'amener ces jeunes à avoir une sexualité responsable. Cette action fait partie de la 4e phase du projet Baby Moto. Bien en fait, du fait que des 3 dernières phases que nous avons exécutées, nous avons compris qu'il était important d'impliquer les hommes dans la mise en œuvre de cette phase. Très important qui inscrit le projet encore plus dans la communauté. En particulier une composante qui nous est très chère. Le groupe je crois qu'ils appellent ça les papas modèles. L'autre volet de la 4e phase concerne la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans l'ère sanitaire de Djaglé. Il vient contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Avant, pour accoucher, nous rencontrions bien de difficultés qui peuvent mettre nos vies et celles de nos bébés en danger. Je salue vraiment ce projet qui vient nous épargner ces difficultés. SOS Village d'enfants œuvre entre autres à renforcer les familles en difficulté. Le projet Baby Moto, créé depuis 2017, est l'une de ses activités phares. L'actualité ce soir, c'est aussi le projet Femmes, Sport et Santé. Il entend mobiliser les filles et femmes de Tchaouda autour du sport, de quoi leur permettre de maintenir la forme. Le projet va s'étendre sur 3 mois. Le compte-rendu de Désiré Aloyer. Le sport procure le bien-être. Il a donc des impacts positifs sur la santé. Il est également un moyen de cohésion sociale.
Les femmes de la commune de Tchaoudjo 1 et d'ailleurs l'ont compris et entendent l'intégrer dans leur activité et répondre plus valablement aux préoccupations de la Confégessa. Conférence des ministres des Sports et de la Jeunesse de la francophonie. Nous avons pu amener nos mamans, nos sœurs qui sont sorties en pagne venir faire le footing et faire l'exercice. Nous remercions la Confégesse qui a financé ce projet et également le ministère des Sports et des Loisirs qui est un partenaire. Le projet Femmes, Sport et Santé pour faire la promotion du sport chez les femmes. Marchons toujours. Marchons 30 à 40 minutes par jour. La stratégie fils pour père qu'on a utilisée pour sensibiliser, ça veut dire que le fils va aller parler à son père du bienfait du sport pour la santé de sa mère. La stratégie fille pour mère, c'est de soutenir sa maman et dès le bas âge aussi, commencer par faire le sport pour que sa santé soit améliorée. Je convie toutes les femmes de Tchaoudjo, toutes les femmes du Togo à adhérer. Action pratique à travers les rues de la ville de Sokodé avec pour point de chute le stade de la ville pour divers exercices pratiques. Nous voulons que les mamans soient en bonne santé. Secondo, nous voulons la cohésion sociale. Parce que le sport est fédérateur. Le projet Acte 2 est officiellement lancé au niveau de la commune de Tchaoudjo 1 dans l'objectif de développer des pratiques sportives chez la femme et chez la fille. À ce jour, dimanche 13 mars 2022, la situation de la Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 36 866 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 542, 22 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 46 et 272 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Miji Yawa. C'est une œuvre rare au Togo, le moulage des visages en plâtre. Le mur Art en action au Togo, c'est le nom de ce projet qui a fait objet de vernissage ce vendredi 4 mars dans les locaux du ministère de la Culture et du Tourisme. L'auteur de ce chef-d'œuvre, c'est Luna Olga, une artiste plasticienne française qui a fait usage des techniques propres à elle. Elle réalise souvent ses projets avec la participation de jeunes en situation de précarité et sociale. Abouza Dadja avec la voix de Dodo Ouari. Sur ce mur du ministère de la Culture et du Tourisme, des visages d'enfants. Ceux de pensionnaires de l'ONG Ange. Sur ces visages moulés en plâtre, l'angoisse, le stress, mais aussi la nostalgie et l'innocence. On a commencé à préparer des moulages du vivant, c'est ce que j'appelle, sur des jeunes qui avaient envie de se prêter au jeu. Pour la préparation, c'est du plâtre sur la figure. Et on met un peu des corps gras sur la figure, on met des petits tuyaux pour respirer, et après on met sur la figure qui a perdu tous ses sens, sauf le oui, et parce qu'on respire à travers de petits tuyaux. C'est un moment où il faut être tranquille et pas gêné pour ne pas démolir à l'intérieur. Luna Olga a travaillé 2 semaines avec des artistes plasticiens togolais. Les œuvres issues de cette rencontre sont maintenant installées pour toujours. Il y a des domaines qui s'expriment naturellement comme la musique, des domaines qui s'expriment comme la danse et consorts, mais le domaine des arts plastiques est un domaine des initiés. Il faut s'y connaître avant d'y être. Donc l'autorité a bien voulu que ces domaines qui sont oubliés soient mis en exergue pour pouvoir donner matière aux praticiens du domaine de pouvoir vivre de leur art. Le projet permettra aussi d'initier une centaine d'enfants de rue aux arts plastiques. Avec ces œuvres, le ministère de la Culture compte faire de ces locaux un musée à ciel ouvert. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne fin de semaine chez vous en compagnie des programmes de votre chaîne, la télévision togolaise.